Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Émilie Ries, directrice RSE du groupe Pierre et Vacances. On verra comment agir pour un tourisme à impact positif et faire baisser le bilan carbone d'une entreprise qui compte 340 sites en Europe. Dans notre Zoom, on dévoilera les résultats de la première étude sur la valeur des commerces de proximité sur leur impact sociaux, sociétaux et environnementaux. Et puis notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Vous allez découvrir Swin et ses solutions d'autoconsommation collective. Tourisme, commerce, énergie, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Émilie Ries. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la directrice RSE du groupe Pierre et Vacances. Depuis quand c'est un pilier stratégique pour le groupe ? Alors pour le groupe Pierre et Vacances Center Parcs, la RSE, elle a commencé il y a bien longtemps. On appelait ça développement durable à ce moment-là. Ça remonte à 2005. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, dans le plan réinvention depuis 2025 et celui qui va être beyond réinvention à horizon 2028, ça reste un pilier stratégique. Pourquoi ? Parce que au-delà de la performance économique et puis de garantir la meilleure expérience client, on ne peut pas faire sans les sujets environnementaux. Enfin, nous, dans le tourisme, notre activité, c'est de recevoir, que ce soit chez Pierre et Vacances, Maeva, Center Parcs ou Adagio, des clients qui sont à la montagne, en bord de mer, à la campagne, en forêt, en pleine nature. Donc on se doit, parce que c'est de préserver ce capital naturel sur lequel on repose. Mais ce n'est pas que l'environnement aussi. On doit aussi garantir et assurer que nos collaborateurs peuvent travailler. Les futurs collaborateurs peuvent venir pour travailler chez nous en fonction de ce qu'ils sont. Donc le sujet de diversité, équité. Ouais, ça, c'est le S qui est aussi très important, le S sociétal et social de RSE. Vous l'avez évoqué parce qu'il y a cette stratégie qui date, je crois, de 2021 qui s'appelle Réinvention. Alors, c'était quoi les idées fortes, les piliers de cette réinvention ? Alors, il y a 3 piliers majeurs que sont, à l'époque, le retour à la performance économique qui est avérée et très prégnante aujourd'hui. Il faut qu'on poursuive le cap. Il y a retravailler et améliorer l'expérience client qui est aussi quelque chose sur lequel on a bien avancé depuis 2021. Et puis ce fameux pilier RSE qui va de concert, qui va de pair et qui est là vraiment pour participer de la performance de l'entreprise et qui s'oriente en fait sur 3 axes et donc accélérer cette transition écologique, celle que je parlais, donc cette préservation de l'environnement qui passe par l'impact qu'on peut avoir, consommation d'eau, d'énergie, on va détailler tout ça parce qu'évidemment c'est intéressant de voir. Et puis les 2 autres volets que sont la contribution au territoire. On a un fort ancrage territorial, mais faut-il travailler dessus ? Et puis le 3e volet, mais qui est commun à beaucoup d'entreprises, qui est d'accompagner nos collaborateurs dans cette transformation. Avec quelques chiffres clés concernant le groupe Pierre et Vacances, 13 000 collaborateurs, 4 marques que vous avez citées, un parc touristique de près de 50 000 hébergements, 340 sites en Europe, 8 millions de clients, 340 sites en Europe. Je retiens ce chiffre parce que comment tenir des objectifs communs quand on est un peu partout ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, en effet. Avec des législations, parfois des cultures différentes. Alors nous, on est un groupe européen. On est le leader du tourisme local, du tourisme de proximité. Après, il y a des marques comme Pierre et Vacances qui sont présentes en France et en Espagne, avec une direction commune, mais en effet des spécificités opérationnelles locales. Pour Center Parcs, c'est quand même extrêmement à la fois centralisé, puisque c'est Center Parcs Europe, et nous opérons en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, mais c'est des pays qui sont quand même, qui ont des socles communs très forts sur le dialogue social, sur l'environnement. Et les spécificités sont adoptées au niveau local parce que par nos services juridiques, nos services opérationnels. Donc en fait, c'est pas vraiment un sujet. Que ce soit si simple, peut-être pas, mais en tout cas, c'est peut-être moins prégnant pour nous qui sommes un groupe très resserré sur l'Europe. Si on prend l'impact carbone du tourisme, selon le ministère de la Transition écologique, c'est 5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Là-dedans, évidemment, il y a les déplacements des touristes. Et alors, je ne sais pas comment vous intégrez cette dimension-là, mais est-ce que c'est le levier sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, finalement ? Ouais, c'est un peu ce qu'on peut conclure rapidement. Nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous sommes des hébergeurs touristiques, on offre des séjours. Donc, à la base, à première approche,
nous ne packageons pas, comme on peut dire, dans le secteur du tourisme. Mais on ne s'est pas arrêté là. Donc, l'empreinte carbone d'un séjour chez nous, le premier poste, comme vous l'évoquez, c'est le transport, qui peut aller jusqu'à 70-80% sur des résidences de tourisme comme Pierre et Vacances. Pour autant, nous, on considère que notre rôle, c'est de baisser l'empreinte carbone de notre activité, donc de l'activité touristique, de faire notre part, notamment sur le bâti. Et c'est le rôle de nos marques de proposer ces alternatives moins carbonées. Concrètement, c'est ce qu'a fait Maeva là, avec un package de proposer tranquille, donc c'est assez malin, de ce qu'on dit, proposer, packager un hébergement et du train. D'accord, mais ça veut dire que il y a un avantage pour le client de choisir un mode de transport moins carboné? Est-ce que vous allez jusque-là? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, alors c'est ce qu'on a fait, notamment chez Pierre et Vacances, en proposant une opération spéciale en disant optez pour le train, vous aurez une réduction qui avait été vue. Ça marche? Ce qui est important pour nous, c'est que ça positionne la marque comme un service client. C'est-à-dire c'est un bénéfice que le client peut avoir, vous l'évoquez, le levier du prix, mais surtout rendre ce qui est possible, parce que ce qui est compliqué dans le transport et la mobilité, c'est ce fameux dernier kilomètre. Donc nous, on valorise l'accès au train et au transport en commun sur nos résidences. Donc en fait, il faut être là en marketing de l'offre et puis rendre la chose désirable. Eh oui, on revient à l'acceptabilité du changement. Donc il y a ce pôle transport des touristes, évidemment, c'est pas si facile, mais on peut agir dessus. Et sur tout le reste, qu'est-ce que vous faites pour baisser finalement votre bilan carbone? Le volet du transport, quand même, pour finir, il y a aussi le volet des bornes de voitures de recharge électrique, qui est quand même important. Bien sûr. Des clients qui viennent en famille vont avoir tendance à prendre leur voiture, et c'est très pratique aussi pour ça. Donc, on doit aussi répondre à cette demande-là. Votre question étant en dehors du transport... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Faire notre part sur ce sur quoi on a de l'impact et surtout des leviers. Donc, il y a évidemment travailler sur le bâti. Et nous, on veut vraiment... Ça veut dire quoi concrètement? Nous exploitons des sites dont nous ne sommes pas forcément propriétaires, pas du tout, c'est pas notre modèle. Pour autant, on sait comment limiter les consommations d'énergie et par là même baisser l'empreinte carbone. Mais on se doit aussi, et c'est le rôle vraiment qu'on se donne, de catalyseur, d'emmener notre écosystème, de nos partenaires, de nos clients, de nos fameux propriétaires, à savoir quelles mesures prendre pour isolé, pour améliorer la performance du bâti. Donc c'est de l'évangélisation, entre guillemets, c'est de l'information, c'est du soutien à l'investissement? Nous, on voit plutôt ça comme un partenariat et comme étant un catalyseur, c'est-à-dire on s'est fixé par exemple une trajectoire de décarbonation dont nous n'avons pas nous-mêmes tous les leviers, ni les leviers financiers, mais pour autant c'est la dynamique que nous lançons et que nous allons intégrer dans les négociations avec nos propriétaires institutionnels. Mais c'est aussi le rôle qu'on se donne qui est vraiment de faire notre part. Et par exemple, on a investi sur un bâti dont nous avions la propriété. Et donc concrètement, en Normandie, on a changé une chaudière fuel, parce qu'on en avait encore quelques-unes, pour une chaudière biomasse. Et ça, c'est un effet, un levier très important, puisque ça va baisser l'empreinte carbone sur les consommations d'énergie de Pierre et Vacances de 2 points quand même. Donc c'est pas rien. Il y a des labels environnementaux dans l'univers du tourisme. Est-ce que finalement, double question, vous incitez vos partenaires propriétaires à aller vers la recherche de ces labels-là? Et puis peut-être, c'est la part la plus importante de la question, est-ce que c'est vraiment un prescripteur? Est-ce que quand on a un label vert, ça fait venir des clients supplémentaires? Nous, on part du principe que les clients, comme tout le monde, ont envie de bien faire. On n'a pas envie de faire l'achat qui soit néfaste pour l'environnement ou acheter une marque qui ne soit pas responsable. On part de ce principe-là parce qu'on a aussi écouté nos clients, qui sont, comme tout client, à faire beaucoup de déclaratifs. Oui, et puis on a tous nos contradictions. On ne fait pas tout bien et ce n'est pas grave. Mais nous, notre motto, c'est d'être la marque qui incarne et qui propose cela. Mais on n'est pas dans l'autodéclaratif. Et le label Clé Verte sur lequel on est depuis 2011, quand même, ça ne date pas d'hier, c'est pour nous une des meilleures façons d'attester par une tierce partie de cet engagement environnemental qu'on obtient ou pas, en fait. C'est vraiment un label externe que vous pouvez perdre. Et pour les opérationnels, c'est très concret.
Ça veut dire mettre en place des produits écolabellisés, ça veut dire un certain niveau de performance du bâti, on y revient, mais aussi faire la promotion du tourisme local, donc des atouts locaux. Ça, c'est un volet vraiment important et qui est très, très spécifique à notre métier, à notre marque. Oui. Et alors, peut-être que vous ne l'avez pas modélisé, mais est-ce que, je repose la question de, est-ce qu'il y a des clients qui vous disent « je suis venu parce qu'il y a la clé verte » quoi. Et quel pourcentage? Pour eux, c'est important. On sait notamment, quand on a fait des études clients sur le site Maeva, qui est donc une plateforme de vente de produits touristiques, d'hébergement, le fait de critériser, c'est-à-dire de pouvoir choisir non seulement la destination, le type d'hébergement, mais en plus le label, on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur. Donc nous, on se doit d'avoir un portefeuille de sites labellisés plus grand, de faire valoir leur avantage et d'orienter nos clients vers ceci. Ouais. Merci beaucoup, Émilie Ries, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite au zoom de ce Smart Impact. On va parler commerce de proximité et, par exemple, commerce rural aussi. Et puis surtout, ce qui est très intéressant, l'impact, en dehors de l'impact sonnant et trébuchant, l'impact sociétal, l'impact environnemental de ces commerces. Le zoom de ce Smart Impact avec Emmanuelle Hauss. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Paris Commerce. Vous publiez les résultats d'une étude enquête nationale inédite sur la valeur des commerces de proximité, impact social et environnemental. On va évidemment la détailler ensemble. Mais d'abord, un mot de Paris Commerce. C'est quoi Paris Commerce ? Paris Commerce, c'est le bras armé de la ville de Paris en matière de préservation du commerce de proximité. Donc ça intervient à plusieurs niveaux, mais notamment en achetant, en préemptant des pieds d'immeubles pour y maintenir notamment des librairies. On voit bien qu'aujourd'hui, quand il y a une densité comme Paris et des prix de foncier qui sont très conséquents, maintenir une librairie à Paris. On voit des librairies qui ferment parce que ça coûte trop cher de payer le loyer. Et donc la ville de Paris intervient pour notamment maintenir des librairies à Paris. Pourquoi une telle enquête ? Quel était votre objectif ? L'objectif, c'était de démontrer, en fait, tout le monde intuitivement aime le commerce de proximité. C'est-à-dire les maires, les agents immobiliers, les parents, les consommateurs, les femmes, les habitants de ces quartiers. Et finalement, pourquoi et quelle valeur le commerce de proximité apporte à la société qu'on ne voit pas dans les chiffres? Parce qu'on a un seul mot pour le commerce, que ce soit les grandes chaînes, les grandes enseignes internationales très standardisées ou le petit commerce beaucoup plus singulier qui apporte du lien social, on a un mot et on a un calcul. Donc l'idée, c'était d'arriver comment on peut démontrer, en fait, la valeur via des chiffres, puisqu'on est une société qui fonctionne beaucoup via le chiffre. Comment on peut démontrer que cette valeur, elle existe et on peut la prendre en compte. Et on va dévoiler ensemble les résultats. Il y a 6 grands rôles informels, on va dire, de ces commerçants, de ces commerces de proximité. La méthode, c'était quoi ? C'était, vous avez posé la question à des centaines, des milliers de commerçants, vous allez collecter des données, c'était quoi la méthode ? L'idée, c'était, en fait, ça part c'est 6 ans de travail, donc ça part d'un challenge data en 2019 à Sciences Po. Ouais. Et l'idée, c'était comment on fait, en fait, pour démontrer ce qu'on sait, que ça participe au bien commun. Et donc, la première question, le travail de fourmi, c'était de récupérer des données. C'est-à-dire d'aller voir les commerçants, alors à Paris, à Rouen, à Marseille, Saint-Ouen. Oui, c'est vraiment une enquête nationale. Vraiment, une enquête, et de recueillir et de leur poser des questions, de les écouter. Et à partir de là, alors évidemment, c'est jamais exhaustif et c'est forcément partiel. Mais l'idée, c'était à partir de ces données, ensuite, les catégoriser et regarder et se dire, mais tiens, en fait, c'est incroyable, le nombre de commerces qui vont intervenir, par exemple, par rapport à des personnes en situation de précarité. Bon, voilà, ça, c'est vraiment où discuter, ne serait-ce que discuter. Alors tiens, le lien social, on commence par là. 93% des commerçants ont des discussions personnelles avec leurs clients, 78% aident spontanément des personnes en situation de précarité. On voit bien, alors c'est massif.
C'est massif. Déjà, et on voit bien l'effet positif pour la société, la lutte contre l'isolement, par exemple. Exactement. Et surtout le rôle de pacificateur, en fait. Moi, je pense que la puissance du commerce de proximité, quand il maille en fait nos rues, c'est la pacification de l'espace public. Ouais. Et d'ailleurs, en son temps, c'était Jane Jacobs qui avait décrit ça, mais qui parlait de la théorie Eyes on the Street, qui est démontrée aujourd'hui par la Harvard Business Review, qui montre que en fait, un commerce de proximité disparaît. La délinquance augmente. C'est-à-dire qu'en fait, le simple fait qu'il y ait les yeux sur la rue des commerçants, et on le sait très bien, quand on a des enfants, quand on est une femme, on le sait, on va passer dans la rue, il y a des commerces de proximité. Pas des grandes enseignes, c'est vraiment pas la même économie. Bien sûr. Donc, pacifier, c'est déjà, c'est déjà un sujet. C'est un rôle très important. Surtout en ce moment. Avec sur ce lien social, je vais citer un certain nombre de résultats comme ça. 7 commerçants sudistes qui prennent le temps d'expliquer plusieurs fois par jour leurs produits. Alors là, ça va beaucoup intéresser les marques parce que ça participe de leur image, de leur transparence, etc. Et puis 47%, 1 sur 2, qui organisent annuellement des moments collectifs. Donc là, on est vraiment dans la vie du quartier. Sur la solidarité locale, autre chiffre, près de 8 commerçants sur 10 qui sont sollicités par des personnes en situation de précarité, qui apportent une aide. Spontanée même, sans être sollicité. Oui, ou spontanée. Alors c'est l'accès aux toilettes, c'est de l'eau, c'est le don de nourriture. On est au cœur de l'humain. On est au cœur de l'humain et des villes. Ça veut dire que le commerce, c'est un sujet politique. Exactement, au sens premier déjà, c'est-à-dire vie de la cité, politique. Et puis sans doute, effectivement, ça devient, on le voit bien les dernières années, on voit bien que finalement quand le commerce disparaît, ça devient un sujet politique au sens vraiment large, parce que les villes ont le lien social, il y a beaucoup de choses qui tombent en même temps que le commerce disparaît. Donc, comme c'est de la microéconomie, en France, on est très fort en macroéconomie. Mais la microéconomie, c'est vraiment de l'ultra-local. C'est moins regardé. Donc, l'objectif de cette étude, c'était vraiment de regarder pour la première fois, et en sonnant et trébuchant, parce qu'encore une fois, on est dans une société du chiffre, de regarder ce que ça nous apporte. Mais alors, vous avez commencé à l'évoquer, mais comment puisque c'est de la politique, comment une ville peut préserver ses commerces de proximité? Il y a le levier du foncier. La régulation par le foncier, indispensable. Ça, c'est le levier le plus important. Oui. C'est-à-dire que dans le budget d'une ville, il y a la capacité à quoi? À acheter acheter des pieds d'immeubles et effectivement aller. Alors c'est de l'économie, donc faut faire attention effectivement au cadre légal. C'est-à-dire on peut pas subventionner, mais par contre on peut tout à fait faire des loyers qui sont plus bas et décider un peu comme on a fait pour le logement en fait. Mais c'est avec un peu de retard, c'est-à-dire que la valeur du commerce de proximité, la ville de Paris l'a clairement identifié et il y a un plan dédié au commerce de proximité qui est massif. Mais effectivement, on pourrait même imaginer, d'abord, il y a le reste du monde, j'ai envie de dire. On voit bien que les villes comme Londres, comme New York, et viennent nous voir d'ailleurs, viennent voir Paris Commerce en disant mais à Paris, comment vous faites pour maintenir des librairies? C'est-à-dire que on est sollicité par l'international qui se rend compte, par exemple, Manhattan, il y a une espèce de désert de vacances des pieds d'immeubles commerciaux. Ils se rendent compte qu'en fait, l'attractivité du quartier est en chute libre. Parce qu'en vrai, une ville n'est plus une ville sans commerce de proximité. Mais il faut qu'on s'en rende compte souvent qu'ils disparaissent. Mais est-ce que ça va... Parce que c'est par exemple, c'est sur aussi la variété des commerces de proximité. La diversité. Parce qu'on se retrouve parfois avec des quartiers où c'est très compliqué de trouver, alors je vais enfoncer les portes ouvertes, mais des commerces de bouche, parce qu'il n'y a que des boutiques de luxe, par exemple. Enfin, voilà. Et donc, ça peut aller jusqu'à cette finesse de décision de la part de la mairie? Absolument. Alors, nous, en l'occurrence, c'est une société d'économie mixte, mais c'est le bras armé de la ville. Mais bien sûr, puisque l'objectif, c'est la diversité, de maintenir la diversité commerciale. Et donc, quand je vous parle des librairies, c'est un exemple pour vous, parce que là, on voit vraiment effectivement que le foncier est au cœur. Mais sinon, le sujet, c'est la diversité. C'est-à-dire, c'est la ville du quart d'heure. C'est que finalement, un quart d'heure de chez vous, vous avez une boulangerie, une épicerie, une librairie. Et ça, en fait, c'est ce qui fait. On l'a bien vu pendant le Covid, avec tous les débats autour des commerces essentiels.
Ça a été un moment de prise de conscience pour les municipalités. Je pense. Justement, parce que je vous écoute et je me dis, il y a tellement de villes. Moi, je sillonne la France en voiture tous les étés. On passe son temps à traverser des entrées de villes qui sont moches. Exact. Et qui sont la preuve qu'il y a de moins en moins de commerces de proximité parce qu'on les a excentrés. Les commerces. Ils essayent d'ailleurs de faire marche arrière. Et c'est là où la ville de Paris a été précurseuse, parce que c'est une politique de long terme. Cette politique, elle a commencé en 2004. Au début, elle a commencé dans un arrondissement où il y avait un problème justement de monoactivité, de grossistes, avec un maire d'arrondissement qui a dit « mais moi, je vois bien que mon quartier perd en lien social et qu'il y a un problème d'usage. » Je vais donner d'autres chiffres de cette étude, par exemple sur la sécurité, on a commencé à l'évoquer, mais 60% des commerçants ont accueilli des citoyens en insécurité dans leur commerce, 45% qui disent « je réagis immédiatement en cas d'incident ». Sur une thématique qui nous tient beaucoup à cœur ici, évidemment, à Smart Impact, sur l'environnement, 88% des commerçants qui ont répondu je le répète, enquête nationale, disent « j'agis pour limiter les déchets ». Et puis vous me disiez juste avant que l'interview démarre, de cette étude, vous allez créer une sorte de simulateur, c'est ça? Absolument. Alors c'est quoi? L'objectif, c'est justement de chiffrer, en fait. Parce que, encore une fois, je vous dis, jusqu'à présent, intuitivement, on sait que c'est important. Mais l'étape suivante, c'est d'arriver à chiffrer. C'est-à-dire, en gros, si un commerçant, on va dire, si 10% des commerçants consacrent, on s'est rendu compte, 15 minutes à la propreté par jour, en gros, combien ça rapporte à la communauté? Et cet argent que ça rapporte, en fait, c'est des économies, par exemple, en termes d'agents dédiés à la propreté. Et ça, c'est valable. Donc, ce simulateur... Mais il servira à qui? Aux collectivités locales, aux mairies? Oui, par exemple. Il servira à qui veut, en fait. Qui veut, puisqu'aujourd'hui, on a une seule façon de voir les choses, qui est par le biais de la rentabilité. On ne regarde pas ce qu'on appelle les externalités. Ça commence à rentrer un peu dans les bilans des entreprises. Voilà, mais bon. Ou négatives. Il y a effectivement maintenant les comptas, les triples comptas, etc. Mais en vrai, sinon, on continuait à être axé sur la compta 1945. Donc, c'est vrai. Donc, ce qui est ridicule, parce que les externalités négatives, c'est quand même un sujet sur la pollution, etc. Mais comment on les chiffre? Et donc, l'objectif de ce simulateur, c'est d'arriver à chiffrer, en fait, pour penser autrement, en fait, justement politiquement, la valeur du commerce de proximité. Merci beaucoup, Emmanuelle Hauss, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Smart Ideas avec Amaury Pachurka, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Swin, créé en novembre 2022. Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, Swin, c'est une société à mission qu'on a créée avec un objectif d'essayer de concilier la technologie et l'humanité, l'humain en tout cas, l'aspect humain, pour essayer de contrer un peu les effets du réchauffement climatique et essayer de trouver des solutions pour intégrer plus d'énergie renouvelable et faciliter l'accès aux énergies renouvelables. Avec notamment cette logique d'autoconsommation collective. De quoi on parle? Oui, alors l'autoconsommation collective, c'est un nouveau modèle économique qui est en train d'apparaître sur le marché en France, mais aussi en Europe, où en fait, on peut tout à chacun devenir producteur et consommateur dans une boucle locale d'énergie, où finalement, on peut acheter et revendre l'électricité directement à ses voisins. Ok, ça marche comment? Alors ça marche comment? Il faut des producteurs déjà? Il faut des producteurs, il faut des consommateurs en face. Et derrière, en fait, l'objectif, c'est d'organiser sur le réseau existant donc un marché local de l'énergie. Et donc, c'est bien sûr encadré réglementairement. Il y a bien sûr une réglementation autour. On ne fait pas quand même ce qu'on veut avec certaines contraintes. Alors, on va prendre des exemples, parce qu'il y a déjà plusieurs projets qui sont... un en Camargue, je crois, un dans l'Aisne. Oui, on a nos deux beaux projets, on va dire. Ce sont deux projets qui sont menés avec des collectivités et des collectifs citoyens, notamment un projet dans l'Aisne, à Montigny-en-Arroise, où en fait la mairie a décidé de donner ses surplus d'électricité à ses citoyens. Et donc derrière, nous, on est venu apporter la technologie et les moyens pour pouvoir réaliser cette opération. Et la deuxième opération vitrine, c'est une opération qui tourne depuis 2 ans maintenant, depuis plus de 2 ans,
client où on a interconnecté 24 producteurs avec 35 consommateurs et en fait on gère les flux d'électricité entre les uns et les autres. Ça c'est dans le Gard, en Camargue. Ça c'est dans le Gard, ouais. Et alors, donc, ça marche comment? Vous êtes venu avec un compteur Linky, et qu'est-ce que vous apportez comme technologie en fait? Effectivement, dans nos démarches d'essayer de faciliter l'accès à l'information, il y a notamment cette information en temps réel qui est déjà existante, qui est dans les compteurs Linky, sauf qu'elle n'est pas forcément accessible. Et donc, on a développé un petit émetteur radio Linky, en fait, qui vient juste se plugger dans le compteur Linky. Mettez-le assez haut, là, qu'on voit bien, ouais, d'accord. Aussi simplement que ça. Voilà, après, je referme mon compteur. Et en fait, avec cet outil-là qu'on a développé pour que ce soit un peu autonome et facile et plug and play, en fait, ça permet à tout un chacun dans la communauté de savoir en permanence quelle est l'énergie disponible au sein de l'opération au moment T. Ce qui fait qu'on peut agir sur ces consommations, lancer une consommation quand on en a besoin. Qu'est-ce que je dois faire si je veux devenir producteur ou consommateur, finalement, et lancer un projet comme celui-là d'autoconsommation collective? Alors, nous contacter, évidemment. Évidemment. Alors après, il y a quelques contraintes réglementaires, notamment la création ou l'utilisation de ce qu'on appelle une personne morale organisatrice qui va représenter le groupe au regard du réseau électrique. Ensuite, il y a des échanges à avoir avec le gestionnaire de réseau de distribution, donc Enedis dans 95% des cas, à qui on va dire à un moment, l'électricité qui a transité sur le réseau, elle appartient à un tel, elle a été consommée par un tel. D'accord. Et ça permet forcément de faire des économies ? Oui, alors l'autoconsommation collective, en fait, c'est une rallonge de l'autoconsommation individuelle. Donc dans la logique, plus on est collectif, plus on va réussir à faire des optimisations et par exemple à pouvoir associer des consommateurs avec des producteurs au bon moment, au moment où l'énergie renouvelable est produite. D'accord, et donc ça permet de faire baisser au final sa facture. On a commencé à étudier, d'ailleurs on a monté un laboratoire commun avec l'Université de Montpellier justement sur l'étude de ces nouveaux modèles économiques et sur l'appropriation par les usagers. Et on s'aperçoit qu'il y a des phénomènes d'économie implicite où les gens consomment moins parce qu'ils savent ce qu'ils consomment, et des phénomènes aussi où ils consomment mieux et au meilleur moment, au moment où l'énergie est disponible, et donc au moment en fait où je vais mieux l'utiliser. Avec peut-être un peu un changement de modèle, parce que plus il y a d'énergie renouvelable, par exemple, les heures creuses, c'était forcément la nuit. Est-ce que c'est moins vrai aujourd'hui? Est-ce que c'est en train de changer? Effectivement, il y a une évolution sur les heures pleines, les heures creuses. Il va probablement y avoir des heures creuses en journée, mais qui représentent effectivement la production photovoltaïque, on va dire des heures du midi qui n'est pas consommée. Et l'idée, en fait, notre idée qu'on a derrière, en mettant à disposition cette information en temps réel, ça permet du coup aux gens, au-delà juste d'attendre des heures pleines, des heures creuses, de savoir vraiment, là, maintenant, j'ai de l'énergie qui est disponible. Les producteurs, c'est souvent du photovoltaïque, c'est uniquement du photovoltaïque, ça peut être... Alors non, ça peut être tout type de production. Jusqu'à présent, la réglementation ne permettait pas trop de mettre des grosses puissances dans les projets. Maintenant, on peut passer avec de l'éolien, par exemple, mettre un mât éolienne avec les évolutions récentes. Il y a eu, sur les 4 derniers mois, il y a quand même eu pas mal d'évolutions assez rapides sur le sujet, entre les tarifications d'offres d'achat d'EDF et derrière aussi l'augmentation des périmètres des autoconsommations collectives. Merci beaucoup, Amaury Pachurka, et bon vent à Swin. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Je vais rappeler les noms de celles et ceux qui m'accompagnent. Marie Billet, Alexis Mathieu, Juliette Miglierina pour la programmation, la production de cette émission. Aujourd'hui, le réalisateur, c'est Xavier Sanchez et l'ingénieur du son, Alexis Oustabassidis. Belle journée.